Voilà, on va parler de marque employeur aujourd'hui pour le nommer, la nommer. Et on va en parler avec Kevin. Salut Kevin. Hello, hello. Merci de m'avoir fait venir ici. Trop bien. Kevin, je pense que toute personne dans les RH qui est un peu sur LinkedIn, t'a forcément croisé sur son rôle. Donc, je vais te présenter rapidement. Mais voilà, tu as été DRH chez Germina, tu as connu des choses assez extraordinaires, une croissance énorme. Vous avez itéré énormément côté RH et tu as fait beaucoup de partages à ce sujet Ouais. au fil des mois. Ensuite, tu es parti monter un projet au service justement des équipes RH dans les startups. Et ensuite, tu viens de Mais ça n'a rejoindre pas Amigo marché, Challenge. donc. Je te laisse en parler. Ah oui, on va te laisser. Je mets des petits suspens, mais je te laisserai en dire un tout petit peu plus après. Et voilà, donc en fait, tu as connu pas mal de casquettes. Tu as testé plein de choses, plein de problématiques. Et la marque employeur, c'est quelque chose sur lequel je crois tu as beaucoup itéré. En tout cas, tu as fait des découvertes, tu as rencontré beaucoup de problématiques. Donc c'est hyper cool de t'avoir aujourd'hui pour en parler. Il est 12h03. Je vais te laisser la parole. Juste à tous qui nous rejoignaient, on a un petit chat dans ce Zoom. Donc, posez vos questions au fur et à mesure de la présentation de Kevin qui a duré 20 à 25 minutes. Et ensuite, je vous donnerai le micro. Vous allez pouvoir poser vos questions et on aura un échange très cool. Donc voilà, juste faites gaffe. Lorsque vous écrivez vos questions, ça part souvent à hôte et panélistes. En réalité, ce serait cool que vous les partagez avec tout le monde. Donc, sélectionnez juste tout le monde. Et comme ça, on aura la possibilité de réagir et voilà, et de voter aussi si vous voulez les questions qui vous font kiffer. Et on aura cet échange à la fin. Donc voilà, posez plein de questions et je vous laisse avec Kevin. Pas de souci, Marine, pour le retard. On commence. Écoutez, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, moi, si je refais mon parcours, en gros, à la base, je suis un marketeur. J'ai fait ça pendant 4 ans et puis maintenant, ça fait à peu près plutôt 3-4 ans que je suis dans le monde des RH et où j'ai été chez Germinal qui a beaucoup testé sur on va dire la brand awareness et comment saouler tout le monde sur LinkedIn. Ça, c'était vraiment les forces de la boîte. J'ai fait 1 an de recrutement pour différentes boîtes de type Scalo, SumUp, etc. Puis j'ai lancé ma boîte et maintenant je suis DRH chez Mindflow, qui est une boîte spécialisée dans l'automation, dans la cyber. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, donc du coup, c'est un sujet qui me plaît parce que ça met vraiment en avant en fait un peu toutes les compétences que je maîtrise et j'ai pu beaucoup tester, donc je suis très content de l'avoir fait. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un truc plus cool que ça? Non, en fait, parce que j'ai cliqué partout. J'avais oublié qu'il fallait faire ça. J'ai cliqué partout Je quoi sais pas qu'il si arrive, tu ça cliques a un sur petit temps de sortir. Slideshow, tu vas pouvoir le mettre en Slideshow? full screen. Ouais, Ouais, vas-y. Et après, je peux cliquer et let's ça me go. fait sortir. Parfait. Allez, Ouais, c'est bam. ça. Ok, ouais. Excellent. Ok, c'est parfait. Euh, donc, la première chose, en fait, c'est pour recruter des gens, il faut avoir une marque employeur forte parce que ça vous facilite plein de choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que on veut recruter toujours les meilleurs. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'en fait, une marque employeur, on ne sait pas trop ce que c'est. Recruter les meilleurs, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et donc, du coup, je pense que la première étape qu'il faut tacler quand on veut se lancer sur la problématique de OK, je veux une marque employeur chez moi, c'est déjà de comprendre ce que c'est, comprendre ce que ça veut dire, comprendre ce que c'est que les meilleurs pour soi. Et donc, du coup, la première chose, c'est les meilleurs, c'est flou. Marque employeur, c'est flou. Donc, on va se concentrer déjà sur qui est-ce qu'on veut, parce que on va avoir une approche un peu presque product user ou PM, où on va se dire, au fait, qui est-ce qu'on veut servir, quoi. Et donc, la question, c'est quoi la meilleure personne pour votre entreprise? Il y a plusieurs fits que vous allez avoir. En fait, vous pouvez avoir la meilleure personne dans votre boîte. Si elle a un tempérament hyper toxique pour tout le monde, en fait, ça en fait plus la meilleure personne pour la boîte parce qu'elle baisse le niveau général de l'équipe et elle-même est juste super forte. Donc, si vous avez souvent cette question dans les boîtes, c'est oui, mais cette personne elle est trop forte. Oui, mais en fait, elle est toxique pour tout le reste de l'équipe. Donc, oui, elle a les meilleurs résultats en tant que sales, elle fait les meilleures ventes, mais derrière ça, tous les autres de l'équipe, en fait, sont moins bons
parce que donc du coup en fait au global en fait ça a un impact sur la boîte. Donc être le meilleur, c'est très bizarre parce que c'est pas ce que ça veut dire quoi. C'est le meilleur en quoi? En hard skills, en soft skills, en stratégie. En fait, c'est quoi tout ça? Donc, je pense qu'il y a moi, il y a vraiment trois choses sur lesquelles je me concentre tout le temps avant de commencer. C'est vraiment, OK, c'est quoi le fit avec la culture? Est-ce qu'il y a un fit avec la culture? Est-ce qu'il y a un fit avec le job dans les 3 ou 6 prochains mois? Et est-ce qu'il y a un fit avec le job, mais au-dessus de 80%, quoi. J'aime bien toujours, en fait, ne pas avoir un match à 100% du job, parce qu'en fait, c'est ce qui permet aux gens, du coup, de s'éclater et voilà. Ensuite, je veux vraiment qu'on se concentre vraiment sur ce que c'est quoi la personne la plus forte en fait. C'est quoi avoir. On veut toujours quelqu'un qui est on veut le meilleur du marché finalement. Mais généralement le meilleur du marché, on n'est pas capable de le payer. Le meilleur du marché, il n'est pas dispo. Le meilleur du marché, en fait, ça dépend sur c'est quoi votre contexte en fait. Il y a justement un dev hyper connu qui a créé un langage chez Facebook, je crois, ou Google, et qui a en fait écrit un truc, parce qu'en fait, enfin, un article qui expliquait tout ce qu'il ne connaissait pas en 2018. Quoi. Et en fait, les développeurs de la communauté ont tous pété un câble parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas des trucs hyper basiques en dev, en fait. Et lui, il écrivait du coup cet article pour vraiment montrer aux gens qu'on estimait tout le temps qu'il était super fort et qu'il savait plein de choses, etc. Mais en fait, il avait beau fait des choses exceptionnelles, il y avait des choses basiques qu'il ne connaissait pas. Et donc, typiquement, en fait, c'est une personne, si vous voulez la recruter pour faire du Python, en fait, c'est pas la bonne personne. Quoi. Par contre, pour du React, c'est lui qui a créé donc, le langage. Donc, à mon avis, il est plutôt bon. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment l'exemple type de la meilleure personne n'existe pas. Et il faut trouver la personne qui fit le plus avec vos besoins dans les prochains mois et avec l'offre. Il ne faut jamais oublier aussi que une boîte, pourquoi les boîtes elles se créent, c'est qu'en fait, on ne peut pas créer une boîte seule. Alors, il y a de plus en plus de solopreneurs qui existent, etc. Mais jusqu'à maintenant, la majorité des boîtes, en fait, c'est une addition de plein de talents. Et donc, il faut accepter juste de comprendre quelles sont les forces des gens, bien comprendre leurs faiblesses et voir si elles ne vont pas vous handicaper. Et après, vous dire, OK, nos forces s'additionnent. Et donc, du coup, cette personne, je la fais venir et je la compléterai par un autre profil à terme. Voilà. Pour moi, les mauvaises approches un peu dans le système, c'est ce que j'appelle les aveux de faiblesse. C'est de dire si la personne n'a pas fait HEC, Blablacar, Payfit, Conto, je ne l'apprends pas. En fait, par exemple, chez Mindflow, sur toute la partie revenus, CSM, sales, on ne va pas recruter des gens de chez Blablacar, Payfit, Conto, typiquement, parce que ce n'est pas intéressant pour nous, parce qu'on va targeter des boîtes en enterprise. Et les logiques pour les marketeurs, pour les sales de vente ou de marketing, elles sont totalement différentes et c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues et qui, en plus, ne leur plaisent pas forcément parce que la posture, elle est différente, notamment pour les marketeurs où ils se retrouvent à faire la passe aux sales au lieu d'être les closers et les gens les plus importants de la boîte sur la partie revenus. Ensuite, c'est vraiment l'utopie du candidat parfait. Enfin, il n'existe pas, il faut casser, il faut arrêter et il faut se dire, OK, c'est quoi mon contexte? Et donc, du coup, là, j'en viens au troisième point qui est, en fait, si vous connaissez mal votre contexte pro, si vous connaissez mal, en fait, le fait que en fait, un player, pour ceux qui ne connaissent pas, les players, ça vient d'un bouquin qui s'appelle Who et qui l'a introduit il y a bien longtemps, mais qui a été un peu remis au bout du jour par les startups, qui définit en fait le fait que un player, c'est quelqu'un qui va tout le temps surdélivrer, être assez humble et en capacité de toujours faire avancer la boîte en autonomie. Quoi. Donc, c'est un peu le candidat parfait. Mais ce candidat parfait, si vous le mettez dans un contexte, typiquement, si je prends mon cas, moi, vous me mettez dans un contexte d'une boîte de plus de 200 personnes où il n'y a pas grand-chose à créer, où il faut être très exigeant sur la qualité de ce qu'on rend,
et où il ne faut pas faire de micro-erreurs, etc. Il faut être en fait assez perfectionniste et bien gérer des projets, etc. Je suis probablement le pire employé que vous aurez, quoi. Par contre, vous me mettez en startup avec peu d'informations, beaucoup de choses à créer à partir de rien. En fait, là, je vais complètement m'épanouir. Donc, c'est logique de, en fait, où est-ce que vous vous placez, c'est quoi votre contexte, c'est quoi l'endroit où vous vous situez, et du coup, quelles sont les personnes qui peuvent s'épanouir là-dedans, quoi. Dans Mark Employer, maintenant, il y a Marc. Donc, c'est vraiment la question de, OK, comment est-ce que je mets en avant la marque employeur? C'est du marketing. C'est, encore une fois, les 1000 casquettes des recruteurs, les 1000 casquettes des RH. Ça en fait encore partie. Et c'est aussi pour ça que ce que tu disais tout à l'heure est hyper vrai. On ne sait jamais trop où placer la marque employeur. On ne sait jamais qui trop doit s'en occuper, parce que la personne qui devrait s'en occuper, c'est clairement le RH, mais elle n'a pas forcément les compétences marketing. Donc, c'est vraiment du multi-projet et du je pense que c'est un projet qui doit être géré par plusieurs équipes, et ça demande aussi d'avoir une bonne logique en interne où tout le monde a compris l'intérêt d'aller faire ça, quoi. Donc, pourquoi moi je dis que c'est comme du marketing, c'est qu'on va chasser sur LinkedIn comme on s'adresse à des prospects, on crée une marque employeur comme une marque, on écrit ses offres dans le but de convertir. Il y a un vrai funnel de conversion à partir du moment où je suis arrivé sur le site et jusqu'à l'offre. En fait, comment est-ce que moi, en tant que candidat, je vais être closé par la boîte, et comment mon expérience et ce que je ressens de toutes les interactions que j'ai eues avec les gens, et tout ce qui est entre les interactions que j'ai eues avec les gens, notamment les mails, le fait qu'on me réponde rapidement, le fait qu'on me donne de la documentation, le fait qu'on me donne de la visibilité sur le process, les questions qu'on va me poser, etc. En fait, comment toute cette expérience-là, en fait, participe à cette marque employeur. Et donc, ça en fait vraiment un sujet presque, ouais, produit, marketing, sales, quoi. Donc, c'est assez fantastique. La marque employeur, en fait, en tout cas, à la fin, c'est résumé par une phrase. C'est vraiment le feeling que vous donnez aux gens. Lui et tu, typiquement, aujourd'hui, les gens, ils vont se dire, ah, c'est la boîte qui m'a traité ses employés et qui faisait rebrander des bijoux faits en Chine comme s'ils étaient en France, quoi. Et ça, tout le monde le sait maintenant depuis un an. C'est vrai, c'est peut-être faux, je sais pas, mais en tout cas, tout le monde le sait, quoi. Et c'est le premier fil qu'on a sur la marque. Et en fait, ça a été hyper problématique pour eux. Et typiquement, quand vous pensez à Welcome to the Jungle, vous allez vous dire, ah, ok, c'est la boîte qui fait la semaine de 4 jours et j'adore leur contenu. Donc c'est, il y a vraiment des boîtes qui ont réussi à faire transpirer leur organisation en interne. Et je pense aujourd'hui que on a on a longtemps en fait pas adressé ce sujet, mais qu'aujourd'hui, avec le fait que le marché du travail soit hyper tendu, et même si on voit la majorité des boîtes tech faire des layoffs absolument monstrueux et énormes, ça reste quand même toujours hyper difficile de recruter aujourd'hui. Et donc, avoir une marque employeur qui permet d'être lisible et qui vous permet d'avoir un peu cette phrase de en fait, qui vous êtes en une action, en une phrase, c'est quelque chose d'hyper important. Donc aujourd'hui, la marque employeur, ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Ça va vous permettre d'avoir de l'inbound en termes de candidature. Donc vous allez avoir des gens qui vont postuler chez vous parce qu'ils vous connaissent, parce que vous êtes en top of mind. Vous allez faciliter l'outbound que vous faites. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand je fais de l'outbound, les gens me connaissent, mais avant, ils connaissaient ma boîte. Et du coup, le taux d'acceptation de réponse, il est beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est une valeur auquel on ne pense pas forcément, mais un recruteur de chez Alan qui vous contacte et un recruteur de chez Schnook Nook, j'ai pas trouvé d'autres noms plus nuls, en fait, le taux de réponse avec le même copy, le même recruteur sera totalement différent. Et donc, c'est ça l'impact d'une marque employeur. C'est vraiment la facilitation de beaucoup de choses, quoi, et l'augmentation des candidats. C'est aussi un filtre naturel, c'est-à-dire que typiquement chez Germinal, on avait, je parle beaucoup de Germinal parce que ça fait 2 semaines que je suis chez Mindflow, donc j'ai pas encore beaucoup de passifs là, sur cette boîte, mais chez Germinal, on avait une culture très forte, ce qui permettait soit de convertir les candidats en
en candidats absolument fans de nous, soit des déboutés. Mais du coup, dès le départ, en fait, on avait une qualité de pipe qui était très forte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Le gros impact de la marque employeur, c'est vraiment d'attirer des gens qui vous ressemblent. Et c'est pas vous ressemblent dans le sens entre soi, c'est vous ressemblent en termes de valeur de travail. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous imaginez le monde du travail? Typiquement, il y a des boîtes, moi je pense qu'entre 20 et 30 ans, les boîtes qui disaient work hard, play hard, c'était des boîtes qui m'allaient totalement et je les adorais et je voulais trop me donner corps et âme à une boîte et travailler à fond. Aujourd'hui, je suis parent, j'ai plus envie d'avoir quelque chose de flexible qui me permet de travailler quand je veux et qui respecte le fait que en fait, j'ai une vie ailleurs et que j'ai pas envie de me donner corps et âme à ma boîte, même si je suis hyper impliqué, quoi. Et donc ça, c'est vraiment la culture, elle dépend, elle va vraiment attirer des personnes différentes à des moments de vie et à des besoins différents. Il n'y a pas de culture mauvaise ou bonne. En fait, il y a juste il y a évidemment les hyper toxiques qui sont horribles, faut pas y aller, mais quand on a le choix et quand on est quelqu'un de bienveillant et bien intentionné en tout cas, créer sa culture, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de mauvaise solution. Et généralement, la culture, elle existe déjà en fait. Le plus important, c'est de ne pas ressembler à toutes les boîtes. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu comme si vous aviez plein de gens qui s'habillaient pareil, mais qui étaient tous hyper différents. Aujourd'hui, c'est ça les marques employeurs. Et en fait, il faut changer ça. Il faut se dire, OK, comment est-ce que je m'habille, comment est-ce que je suis à l'intérieur, quoi. Et donc, c'est vraiment hyper important de se dire, OK, mon rôle en tant que RH, c'est d'observer la boîte et de dire en fait qui elle est et de la décrire. Moi, si je prends l'exemple de Mindflow, il y a beaucoup de parents. Il y a 3 femmes sur 25 employés. Il y a une culture du remote. Il y a tout ça. Et en fait, toutes ces choses-là, je dois les dire. 3 femmes sur 25 employés, typiquement, c'est super mauvais. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais j'adresse directement ce sujet. En fait, j'en parle. Je décris en fait la boîte et j'explique là où on en est. J'explique nos intentions. J'explique ce qu'on veut faire. Et typiquement, c'est hyper important et je pense que c'est vraiment le rôle des RH d'être ces observateurs hyper attentifs et qui arrivent ensuite à colporter le message de qui est la boîte, ce qu'on y fait et comment on y travaille. Donc, il y a beaucoup de choses. J'ai pas envie de revenir un peu là-dessus, mais j'ai mis plein de liens. Je vais y aller de manière un peu méta, quoi. Mais en gros, la première chose, c'est vraiment essayer de comprendre c'est quoi le rôle de la boîte, qu'est-ce qu'elle veut faire, c'est quoi son why avec les employés, quelles sont ses valeurs. On avait fait un gros travail où c'était vraiment vachement marré chez Germinal où en gros, on expliquait nos valeurs, on expliquait plus ce qu'elle voulait dire et après, on mettait des cas d'usage de en fait comment ça se traduit dans le quotidien. Et je pense qu'en fait, des valeurs, pour pas qu'elles restent juste au mur, il faut comprendre en fait comment elles se traduisent dans le quotidien et comment on les invoque. Dans la même thématique, créer des hard rules. Donc ça, c'est un bouquin qui a été créé par Ben Horowitz et en fait, il y a un passage dans le bouquin qui parle des hard rules. Et typiquement, chez Germinal, on avait une des hard rules qui était si on est 2 minutes en retard à un meeting, on annule le meeting, ce qui faisait qu'en gros, ça forçait tout le monde à arriver tout le temps à l'heure et à avoir aussi, ça a eu un impact en fait sur toute la culture après, où en fait on a commencé à se concentrer sur des choses beaucoup plus fortes, où on s'est dit ok, en fait ça implique aussi de se dire quand je te dis que je te rends un dossier pour jeudi, en fait il est rendu pour jeudi. Et du coup il y a eu vraiment une grosse prise de conscience sur plein de choses avec juste une petite hard rule qui avait été mise en place et qui a en fait discipliné tout le monde sur ok, en fait quand je dis quelque chose en fait ça va se passer et quand je dis que j'arrive à l'heure, en fait ça va se passer. Et donc ça, il faut pas en avoir 1000, mais quelques-unes où les gens sont complètement intransigeants de manière complètement irrationnelle sur des sujets, ça vous permet d'avoir une culture forte de travail. Ce qu'il y a aussi dans l'expérience, du coup, si on va un peu plus sur la marque employeur en tant que telle,
et pas sa définition. Pour moi, il y a un site que j'aime beaucoup, dont je me suis largement inspiré à l'époque, qui était celui de Shine, où ils ont fait un énorme travail. Et c'est un travail dans lequel, en fait, ils centralisent tout ce qui est tout ce qui est attrait en fait avec les gens, et ils décrivent énormément les équipes, ils décrivent énormément toutes leurs valeurs, toute la manière dont ils vont travailler, etc. Et en fait, c'est très, très bien fait, et c'est clairement le genre de truc sur lequel vous, en tant que candidat, vous arrivez à avoir toutes les informations au même endroit. Ensuite, il y a aussi comment vous travaillez. Donc, nous, typiquement, chez Mindflow, du coup, on a créé une manière on a expliqué quelles étaient toutes nos croyances et nos pratiques de comment on travaille. On répond aussi à, en fait, ça veut dire quoi pour nous le remote, ça veut dire quoi pour nous être flexible. Est-ce que on peut travailler et faire des side projects en plus en freelance, pardon, et en plus de notre boulot. Et tout ça, c'est public, et on explique ce qui est OK ou pas OK. Et pareil, on a expliqué notre culture et comment on travaille au quotidien. Pour moi, documenter sa culture, c'est pas que attirer des candidats et leur permettre de se projeter, même si c'est le premier effet. Ça a aussi un autre effet où les gens vont commencer à essayer de comprendre comment vous travaillez, et ils vont s'inspirer en fait de comment vous travaillez, et deviennent en fait des ambassadeurs. Donc, vous avez deux types de personnes. Vous avez vraiment les personnes qui vont se dire OK, je postule, et les personnes qui vont se dire ah, mais en fait, comment ils font dans cette boîte, moi ça m'inspire, et c'est cette logique un peu d'open source, de comment vous open sourcez la manière de travailler des équipes, etc. Et c'est ça en fait qui va inspirer les gens. Et vous êtes finalement une espèce de journaliste en interne qui va pouvoir raconter les histoires de chaque équipe, de comment ils travaillent, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que vous qui devez le faire. Quand j'étais chez Tucantoco, typiquement, on avait créé un blog tech qui marchait très bien à l'époque, et j'allais chercher les devs. Je leur expliquais, OK, voilà comment tu écris un bon article, voilà comment on peut travailler. J'ai juste besoin que tu l'écrives parce que moi, je ne sais pas le faire. Et donc, on s'était mis des objectifs qui étaient même dans leurs OKR, où chaque équipe devait avoir généré un article par mois. Et ça a été une action qui avait très bien marché, parce que les gens, à chaque fois, les devs allaient voir notre blog technique pour essayer de voir comment on travaillait, etc. Et tous nous le citaient dans l'entretien. Pour moi, des boîtes qui ont été hégémoniques sur ça, c'est Basecamp et Valve, notamment sur leur Employee Handbook, qui sont hyper connus. Donc, on parlait dans la description de ce webinaire du fait que, en fait, il y a des boîtes qui ont les moyens, des boîtes qui n'ont pas les moyens. Typiquement, ça, c'est beaucoup de temps et beaucoup de moyens, entre guillemets, dépensés pour créer des un super travail. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, ces deux maisons qui, pour moi, ont été hégémoniques, elles ont même créé typiquement 37 Signal, ils ont créé des livres en product management qui sont des références aujourd'hui, quoi. Et en fait, ça, c'est à la portée de toutes les boîtes. Toutes les boîtes font des choses exceptionnelles et uniques. Elles ont toute leur manière de travailler. Mais c'est justement pour ça qu'en fait, elles peuvent inspirer d'autres. Et juste raconter ce que vous faites, ça a déjà de la valeur. Ensuite, une marque, ça se distribue. Donc, je pense qu'il y a un truc qu'on ne voit pas assez, c'est le côté des RH qui vont mettre du retargeting sur demander au marketing, par exemple, de faire du retargeting Facebook sur tous les gens qui vont postuler chez eux. C'est faire des webinars ou des podcasts. Typiquement, un podcast qui marche très bien, c'est celui Les Secrets du Mental de Moka Kerr, qui interviewe des grands sportifs. Ça a un impact énorme, en fait. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut écouter ce qu'ils font et se dire ah, ok, c'est trop cool, mais ah, c'est ouf, en fait, c'est une boîte autour du mental, c'est quoi? Et en fait, ils vont découvrir comme ça, en fait, la marque. Donc, vous avez plein de présences aussi à des meet-up, vous pouvez hoster des meet-up. Il y a plein de gens qui cherchent des lieux dans lesquels faire leur meet-up. Vous pouvez sponsoriser des meet-up pour intervenir là-dessus, et vous avez plein de contenus à créer
C'est hyper important quoi, d'être dans cette démarche de j'ai créé mon contenu et maintenant je le distribue. Je vois l'heure, donc j'augmente un peu la cadence. Versus le budget limité, enfin, pour moi, ce sera toujours moins bien qu'une offre de job unique. Et on peut rester très, très simple et être personne, se retrouver sur un job board, sur Welcome to the Jungle et faire se distinguer de manière complètement incroyable. Et comment est-ce qu'on fait? Déjà, pour moi, la première chose, c'est de se dire, OK, c'est quoi mes objectifs? Est-ce que je dois recruter des profils qui sont absolument fous? Qu'est-ce que ça veut dire des profils absolument fous? Et du coup, je vais les décrire dans mon offre de poste, etc. Typiquement, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on a un problème de féminisation. Pourquoi, en fait, on a un problème de féminisation? C'est qu'on est dans le monde de l'enterprise software, qu'on est dans le monde de la cyber, et qu'en fait, et qu'on est en B2B, et qu'en fait, ces trois éléments font que historiquement, c'est des environnements où il y a peu de femmes. Et donc, du coup, en fait, il y a peu de femmes chez nous. On a une représentation de ça. Par contre, est-ce qu'on l'accepte? Non, on ne l'accepte pas. Et on dit qu'en fait, on veut augmenter le nombre de femmes chez nous. Et en fait, on le dit dès la présentation sur Welcome to the Jungle. Et je pense que c'est hyper important en fait d'être hyper clair sur ces objectifs pour pouvoir attirer des gens. Et je crois fortement au fait de faire ça parce que j'ai réussi à le faire chez Germinal. Et quand je suis arrivé chez Germinal, il y avait une seule femme. Et à la fin, en fait, la boîte était à 50% féminisée. Et donc, je pense réellement qu'en fait, si vous avez des objectifs très clairs, ils doivent être représentés dans vos offres d'emploi. Donc, c'est vraiment la base du marketing, hein, la base d'une bonne landing page. C'est comment est-ce que je vais réussir à poser le contexte. Donc là, si je vais dans une offre de chez Mindflow, moi, je vais tout de suite parler en fait de où est-ce qu'on en est, quoi. On veut que la personne fasse ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre tech team, elle est forte, mais notre marketing team, elle est pas du tout au niveau. Et donc, du coup, il faut la faire level up. Et après, je vais parler typiquement de ce qui est attendu, etc. Une autre chose, typiquement sur la féminisation, j'avais lu à l'époque une étude qui avait été relayée par la Harvard Business Review, qui disait qu'en fait, les femmes postulaient moins qu'elles postulaient quand elles avaient 100% des prérequis et que les hommes ils postulaient quand ils avaient 60% des prérequis. Donc, typiquement, en fait, si vous voulez recruter des femmes et que vous dites, ah, mais pourquoi il n'y a pas de femmes chez moi, etc., mais que vous avez 20 critères et que ça n'a aucun sens, personne n'existe comme ça, mais que vous vous dites, non, mais de toute façon, les gens ils savent bien que c'est pas exactement tous les critères qu'il faut. En fait, non, c'est faux. Les femmes ont au moins postulé chez vous. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude et je trouve que ça a une valeur aussi hyper forte, de réduire au plus petit dénominateur commun ce que je cherche chez les gens. Et en fait, et d'avoir très peu de critères du coup. Et ça fait partie en fait de la marque employeur parce que ça fait partie de l'expérience que vous donnez aux gens. Ça fait partie en fait de l'expérience de ah ok, cette boîte elle me parle et je sens que je peux y travailler. Donc voilà, donc je vous ai mis un peu le truc de rêve que même moi je respecte à moitié, mais l'idée c'est vraiment de se concentrer sur en fait c'est quoi vraiment les objectifs, parler en compétences, parler en choses qui sont palpables. En fait le problème c'est que généralement en tant que RH, on comprend pas le métier qu'on pitch aussi bien que quelqu'un qui le fait, mais c'est quand même à nous de poser les bonnes questions et typiquement les scorecards, etc. Ça peut vous aider à bien parler et à bien structurer la pensée de vos hiring managers pour qu'ils vous disent en fait qui est-ce que c'est, qui sont ces personnes qui cherchent et quelles sont les compétences exactes qu'elles cherchent, quoi. Je voulais vous montrer, alors après ce sera la dernière slide, mais je voulais vous montrer juste un truc. On n'a plus besoin d'être marketeur maintenant. On a juste besoin de ChatGPT et de vous dire, typiquement, je prends une offre au hasard de PayFit, je la prends, bam, bam, bam. Je me dis, OK, donc imaginons que je veuille recruter quelqu'un dans ce monde-là et que j'estime que les prérequis sont plutôt bons. Je vais dire, OK, maintenant je fais un chat GPT, bam, et j'ai juste à dire
Merci de rephraser avec un ton plus simple et plus clair, plus concis, cette offre d'emploi. Ok, je crois que j'ai fait une faute à chaque mot, mais c'est pas grave. Bam. Et voilà. Et là, l'effet des mots est là. Donc, j'ai stoppé la réponse, mais l'idée, c'est qu'en fait, il vous reprend tout le truc et vous pouvez me dire respectez le format de l'offre et ça va vous le faire. Et après, vous pouvez même le faire parler en mode pirate ou en mode plus cool ou en mode comme vous voulez. Mais en fait, vous avez vraiment maintenant la capacité de briefer une IA pour dire « Ah, je veux que ce soit formaté comme ça. Je veux qu'il y ait que les points les plus importants. Inspirez-moi pour me donner d'autres idées de comment est-ce que je pourrais exprimer telle phrase et telle phrase. » Typiquement, moi, je ne me trouvais pas assez bienveillant dans mes mails de refus. Et j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à l'être plus. Et en fait, le résultat était hyper intéressant. Donc, ça vous permet vraiment de jouer avec un collègue imaginaire et de vous dire « Ah, ok, j'ai fait cette partie-là. Est-ce que tu peux le review et me refaire une version où c'est plus comme ci ou plus comme ça ?» Et ça vous aide à écrire des offres d'emploi, ça vous aide à écrire plein de choses. Moi, ça a vraiment eu un impact énorme. Ensuite, vraiment, encore une fois, c'est comme la drague, faites attention à ne pas… Enfin, quand on va draguer quelqu'un dans un bar, on ne dit pas « Regarde comment je suis fort, regarde comment je suis machin, regarde comment moi. » Et c'est ce qu'on fait tous, en fait, sur des offres d'emploi. On est tous en moi. Donc, c'est pas du tout, en fait, genre, voilà ce que tu vas retrouver, voilà qui je suis, voilà comment je suis simple, voilà voilà ce qu'on attend de la personne, voilà tes collègues, etc. Et donc, moi, toutes les équipes où les gens ont des collègues, en fait, je mets des liens LinkedIn et je leur montre en fait avec qui ils vont travailler, quoi. Donc, le process reflète la culture. Je vais passer vite sur ça, mais en fait, voilà, les questions que vous posez, les mails que vous envoyez, la réactivité que vous avez, etc., c'est capital dans le fait de pouvoir créer encore une marque employeur qui va jusqu'au bout en fait de l'expérience, parce que je vois beaucoup de gens qui vont avoir une marque employeur forte, qui investissent énormément d'argent sur des super vidéos, etc., et qui en fait après répondent pas aux candidats. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec des gens qui postulaient qui se disaient « Ouais, c'est trop bien, j'adore cette boîte, j'y vais. » Ah, en fait, on ne me répond pas. OK, donc j'étais un ambassadeur et maintenant, je suis déçu, en fait. Donc, du coup, comme j'étais hyper enjoué, le sentiment prochain, c'est pas juste genre « Ah, je vais oublier cette boîte », c'est « Ah non, bah, du coup, je la déteste. » Et donc, du coup, non seulement vous avez investi pour créer des ambassadeurs, mais en fait, en ne répondant pas, vous avez investi dans des ambassadeurs qui maintenant font l'inverse de ce que vous vouliez, c'est-à-dire que ils vont comporter une image négative de votre boîte parce que en fait, vous ne les avez pas respectés, vous ne leur avez pas répondu, etc. Donc, c'est hyper important d'aller jusqu'au bout et de finir là-dessus. Donc, là, c'est le dernier point. Vous êtes aussi la marque employeur de la boîte. Tous les gens dans votre boîte sont des relais. Typiquement, moi, aujourd'hui, j'ai un podcast qui s'appelle Inattendu, sur lequel je mets en avant des individus dans le monde des startups que je trouve hyper forts. Alors, en fait, ça m'aide à percer. Ça m'aide à être connu et ça m'aide en fait, à avoir un capital sympathie qui permet du coup aux gens juste de toujours me répondre ou de me dire en gros ah ben non, moi je suis pas chaud ou de me dire bon bah comme c'est toi, allez, je suis pas en recherche mais c'est bon, je prends le call. Et donc voilà, et donc ça c'est grâce à mes posts LinkedIn et à mes newsletters et pardon, à mon podcast que j'y arrive. Mais vous avez plein d'autres moyens en fonction de qui vous êtes et de comment vous pouvez créer du contenu, de trouver votre moyen en fait de vous aussi être le relais de la marque employeur, quoi. Donc voilà, désolé pour le temps, je ne pensais pas du tout prendre autant de temps, mais merci à vous et j'espère que c'était pas trop chiant et que c'était cool et que vous avez appris des trucs. Et maintenant, bah, à vos questions, j'imagine. Yes, exactement. Non, c'était hyper cool et plein d'exemples. Donc, je pense qu'on va envoyer à tout le monde un petit mail récap à la fin avec les essentiels et tout. Et on mettra, je pense, après, si ça te va, pour que Ouais, grave. tout C'est le monde ait les 500 liens. euros. Et maintenant, on voudrait vous interroger, vous, dans l'audience. Donc, je vais laisser ça, partager le petit Slido. En fait, on est super chaud de savoir, chez vous, la marque employeur aujourd'hui, est-ce que c'est déjà une prio? Et si oui, est-ce que vous avez des résultats? Sinon, est-ce que vous êtes en train de le mettre en place ou
encore tout à bâtir. Il suffit juste de prendre votre tel et de slider le petit QR code à gauche. Et voilà, très chaud d'avoir vos réponses là-dessus. Avant qu'on passe on passe aux questions, il y en a plusieurs il y en a plusieurs dans le chat. Donc je vais donner la parole. Et le temps que vous répondiez, juste pour vous dire que du coup, beaucoup d'entre vous le sachent, mais on a une petite commu de tech recruiters, de gens super cool et voilà, tous recruteurs principalement dans la tech. Si jamais ça vous chauffe de rejoindre cette communauté et du coup d'être au courant de nos events privés où on rassemble un peu tout le monde dans la commune, du coup de faire du peer sharing, ce genre de choses, de participer au prochain live, de recevoir les ressources aussi qu'on monte avec justement tous les contributeurs de la communauté. Je crois que ça y est, vous a envoyé le petit lien. Et il y a aussi celui sur vos besoins en recrutement, puisque voilà, on peut vous connecter avec les 10 000 membres de la communauté. On ne pourra pas vous aider sur du marketing ou du sales, mais par contre, si vous recrutez en product, des devs, sur de la data ou sur du design, on peut carrément vous aider, vous connecter avec nos 10 000 membres de notre communauté sélective dans la tech. Pas mal de résultats. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Kevin, sur les résultats du petit slido là? C'est intéressant parce que tout le monde a l'air d'être quand même assez en mode prio, mais pas forcément pour l'instant avec des gros résultats. J'espère que la presse de Kevin va vous aider. Ah, ouais, j'espère aussi, mais en fait, c'est juste que c'est tellement c'est éthéral. Je sais pas si ça se dit, mais c'est tellement compliqué de se dire, OK, voilà mes objectifs très clairs sur ma marque employeur, etc. Et donc, du coup, on est toujours insatisfait, on voit toujours ce qui pourrait être mieux fait, mais pour moi, c'est juste l'accumulation de beaucoup de petites actions. Et je pense que les actions principales, franchement, c'est se concentrer sur les offres d'emploi qui permet de faire beaucoup et ensuite après de passer à un autre niveau qui est pour moi en gros d'aller rajouter des vidéos en fait là je suis vraiment en train d'imaginer ça pour chez Mindflow, mais je vais à mon avis rajouter des vidéos faites maison. Je vais m'acheter un truc à 50 € qu'utilisent tous les influenceurs pour avoir la bonne lumière, etc. Et puis en fait après on va pitcher toutes les offres comme ça et vraiment essayer de montrer voilà, la personne avec qui tu vas travailler est en train de te pitcher le job. Et en fait, ça te permet vraiment d'être complètement immergé en fait, avec les gens. Et en fait, on a tous un peu, on arrive à sentir un peu les gens et s'il va y avoir une culture fit ou pas avec eux. Et ça fait encore qu'augmenter les choses, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses encore à créer, mais vous pouvez faire plein de petits événements autour de ça. Et ce qui compte dans tous les cas, c'est la récurrence, quoi. C'est pas parce que vous avez sponsorisé un meet-up une fois que ça va marcher. C'est en fait parce que vous le faites depuis 3 ans que tout le monde parle de vous et tout le monde sait que vous existez, quoi. Ah ouais, je confirme, la régularité, c'est tellement important. Si tu n'as pas de résultat au premier coup, il ne faut pas t'arrêter, il faut continuer et améliorer, bien sûr. Mais voilà, les gens finissent. Tu deviens overnight success après des Après 10 itérations ans de longues travail. et personne ne te voit. Et là, tout à coup, tout le monde te dit, mais on C'est voit que ça. toi. Et tu as fait une bascule parfaite pour la question de Mathis. On va te donner le micro, Mathis, si tu es encore avec nous, pour justement la question des formats et principalement de la vidéo. Ton avis là-dessus, je te laisse poser ta question, Mathis. Bonjour à tous. Salut. Ouais, du coup, Kevin, alors moi, je me suis mis sur le webinaire. Je ne cherche pas à développer ma propre marque employeur. Par contre, je fais de la vidéo et j'aimerais en fait me spécialiser justement dans cette offre-là, de développer, de faire des vidéos qui permettent de mettre en avant la marque employeur des entreprises. Et du coup, je voulais savoir si pour toi, ce format vidéo, il était efficace déjà. Et si oui, qu'est-ce que tu as pu voir de ton expérience qui marchait, quels canaux, Ouais. quel contenu de vidéo, enfin voilà. En fait, tous les contenus vidéo qui marchent, c'est des vidéos qui te projettent et qui sont courtes. Les gens, quand ils postulent, c'est pas une expérience qui leur plaît. Ils aiment pas postuler. Ça te renvoie à toutes tes peurs, ça te renvoie à plein d'incertitudes. Euh, et, euh, et donc, du coup, le format vidéo a un rôle à jouer là-dessus qui est hyper réassurant, qui te met beaucoup de sympathie quand les gens le sont. Et donc, c'est ça, en fait, que tu veux mettre en avant, un peu comme les RH, dont l'objectif est de mettre en avant leur culture, etc. Bah, toi, en fait, t'as plein de logiques. C'est la personne qui pitch son job, la personne qui pitch son métier, la personne qui pitch
pourquoi elle aime bien la boîte, montrer les bureaux. En fait, c'était un peu vers ça qu'au début, je voulais aller Welcome to the Jungle. Et en fait, à la fin, ils se sont juste arrêtés sur le côté OK, pitch-moi ton job et pitch-moi ton métier. Mais tu peux faire tu peux vraiment aller hyper loin là-dessus et vraiment pousser le truc. Si j'étais toi, je réfléchirais vraiment à qu'est-ce que veulent les candidats, quoi, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Et ce qu'ils veulent savoir, généralement, c'est est-ce que les personnes avec qui je vais travailler, elles sont smart et est-ce qu'elles sont sympas et en fait, toutes les déclinaisons de contenu derrière, en fait, elles dépendent de ça, quoi. Yes, un peu répondre se concentrer sur la problématique et l'expérience quoi, que tu vas offrir grâce à la vidéo, mais tout en étant centré sur le vrai sujet, quoi. Des fois, c'est ça qu'on oublie peut-être avec les formats un peu modernes, Ouais. est-ce que ça aide à répondre aux vraies questions. Je vais enchaîner un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions. Ok, Merci, Merci merci en tout Mathis. cas. Et du coup, Sarah, je te laisse donner le micro à Mélanie. Tu avais une question par rapport au Notion de Mindflow. Ouais, bonjour, merci beaucoup pour cette presse. J'avais une question particulièrement par rapport au Notion que tu as créé, How We Work. Est-ce que tu le partages, à quel moment, du coup, tu le partages aux candidats? Et je voulais savoir si ça avait changé le contenu des entretiens, comme il y a pas mal d'infos, que tu as déjà et donc ouais, voilà, je voulais savoir, si toi, tu as revu du coup un peu, les entretiens, que tu passais, le premier filtre. Qu'est-ce que ça a changé, Ouais. par rapport à ça? Alors, maintenant, il est dans le comme je viens d'arriver, donc ce truc-là existe depuis, je ne l'ai pas fait en 2 semaines. Donc ça existait avant moi. Et aujourd'hui, tel qu'il était utilisé à l'époque, en fait, il était sur un Notion qu'on envoyait aux candidats quand ils émettaient un intérêt. Et c'est toujours le cas, en fait, quand quelqu'un postule sur Welcome to the Jungle, en fait, on leur envoie directement dans le premier mail. Ça change pas le contenu, enfin ça change pas en fait le contenu de mon premier call parce que c'est plutôt en mode entretien structuré et j'ai déjà des questions assez balisées. Par contre, c'est un point clairement positif. Alors, ce que ça va faire, c'est que les gens en fait, quand ils lisent, si ça leur plaît, s'ils voient des choses qu'ils aiment, ils vont t'en parler pendant l'entretien et en fait, c'est réassurant en fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir le maximum de contenu qui va loquer les gens et qui fait que dès le premier call, ils ont envie de travailler avec toi. Et tout le reste, en fait, c'est toute la difficulté derrière ça, c'est elle est sur eux finalement, et c'est d'essayer de passer tes entretiens. Mais en fait, tu as réussi à les convaincre que c'était chez toi qu'ils voulaient aller. Et du coup, tu peux leur faire passer typiquement un case study d'1 heure ou des choses comme ça. Ce qui, en fait, aujourd'hui, est super relou. Dès que tu veux postuler chez quelqu'un, tu as 2 heures de case study. Donc, tu peux, enfin, quand tu es déjà en poste, tu peux pas postuler à plus de 3 ou 4 boîtes. Donc, il faudrait vraiment réussir à les convaincre dès le départ de dépenser ce temps chez toi. Et ça, tu le fais justement avec des facteurs réassurants comme cela. Ouais, je sais pas si c'était clair, mais voilà. Je crois que c'est la bonne réponse. Super clair, merci beaucoup. Trop bien. On va enchaîner. Il y a Sacha qui avait plusieurs questions. On va essayer de te donner le micro. Yes, merci Sarah. Tu es avec nous, Sacha. Tu peux poser tes questions. Oui, vous m'entendez? Yes, Ouais, très ouais. bien. Bonjour tout le monde. Oui, moi j'avais une petite question. Donc moi je bosse pour la boîte Virtuosa. On est une boîte belge qui se développe pas mal, surtout sur le recrutement. Moi j'ai commencé en recrutement et puis on a développé ensemble toute la partie employer branding. Donc moi je m'occupe de tout, le recrutement pour la Belgique, la France, la Suisse. Donc c'est tout ce qu'il y a autour du recrutement. Et l'employer branding, c'est moi qui ai commencé à le mettre en place aussi. Au départ, on avait une bonne cadence et puis avec le recrutement qui augmente quand même beaucoup, c'est vrai que la cadence employer branding est dure à suivre. C'est un peu ce qu'on délaisse un peu parce que on a déjà toute une base qui est existante. Moi, je vois dans mes screen calls, on me dit toujours « Ah, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu les posts sur Insta », donc on sait que ça fonctionne. Mais niveau temps, moi, j'ai un peu du mal à comprendre comment une personne arrive à faire tout ça. Donc, s'il y a des tips à partager, je prends avec grand plaisir en tout cas. Ouais, tu vois, c'est toujours le trade-off de est-ce que je prends ce candidat en téléphone ou est-ce que je fais 1 heure ou 30 minutes d'un projet que j'ai pas toujours l'habitude de faire, qui va me demander du temps de cerveau, etc., quoi. En fait, c'est un trade-off qui est super difficile. Là, aujourd'hui,
de ce que tu as l'air de me raconter, si tout le monde te parle du fait que c'est trop bien, que c'est satisfaisant, que tes taux de closing ils sont bons, etc. En fait, moi, je serais hyper pragmatique et je dirais, je fais rien en marque employeur avant longtemps, quoi. Après, tu peux aussi, tu vois, moi, je suis un petit peu flemmard. Je pense que c'est un bon truc, ça c'est vrai. Et donc, du coup, j'aime bien utiliser les gens de mon équipe. Et donc, typiquement, tu vois, ce que je te disais, c'est à l'époque, j'avais demandé aux devs d'écrire des articles. Tu peux demander, en fait, à ton marketeur ou ton CEO de lancer un podcast si tu sens que, tu vois, qu'il y a une conjonction un merge entre les intérêts du market et des recruteurs, tu vois. En fait, généralement, je ne connais pas ton biz, mais si c'est un biz pur recrutement, etc., je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, tu peux trouver en fait d'autres personnes qui vont faire des choses pour toi dans l'équipe où en fait, tu ne seras pas au moins toute seule à le réaliser. Et je pense que ça, c'est un truc vraiment à faire. Typiquement, si tu fais une bonne documentation, que tu achètes un matos pour que les gens puissent s'autofilmer et qu'en fait, pour les premiers, tu les aides à se prendre en vidéo, à expliquer le job et à expliquer pourquoi ils adorent ce job. Et après, en fait, tu les laisses en autonomie pour faire le reste. Franchement, ça peut très bien marcher. Toi, ça te prend peu de temps, ça te prend du temps pour les 2-3 premières personnes. Et après, en fait, tu as une documentation qui est là, t'aides les gens, tu les rassures, mais c'est eux qui créent le contenu pour toi. Et je pense que le rôle d'un recruteur et d'un RH, qui sont deux fonctions qui sont constamment sous-staffées, c'est de savoir utiliser les autres équipes bien staffées de la boîte pour qu'ils puissent créer du contenu pour toi, quoi. Et toi, ton rôle, en fait, c'est un rôle de chef de projet. Et c'est ça aussi qui est un peu dur, c'est que généralement, on n'accepte pas on pense que c'est à nous de tout faire, mais en fait, c'est aussi aux autres de nous aider. Et si eux, ils veulent avoir moins de travail au quotidien, en fait, la problématique, c'est de réussir à faire en sorte de baisser leur charge de travail en t'aidant à recruter, quoi. Ok. Voilà ce que j'en pense. Yes, j'aime bien cette idée d'être un point de leverage où en gros, chef d'orchestre, quoi, la marque employeur, encore une fois, c'est une responsabilité molle. Il faut prendre le sujet à bras le corps, mais se faire aider par toutes les fonctions qui peuvent aider dessus. Et tu le disais, le marketing, le sales et probablement encore d'autres équipes, notamment sur le fait de partager sa connaissance métier, utiliser les devs pour faire du contenu et attirer d'autres devs en montrant ce que vous faites en interne. Je pense que c'est la meilleure manière d'intéresser les gens, en particulier sur des cibles très spécifiques comme les devs c'est un métier en tension. J'ai une dernière question pour toi, Kevin. On va se projeter maintenant parce que la plupart des personnes qui sont sur le live sont encore en train de travailler sur leur marque employeur et n'ont pas encore la performance qu'ils espèrent. Mais demain, tu as un flow de candidatures inbound gigantesque. C'est grâce à ta marque employeur et on le sait pour beaucoup qui sont arrivés à ce stade-là. Maintenant, c'est une question de gestion des volumes. Comment tu gères le volume de candidatures inbound que génère une super marque employeur? Ouais. Tu vois, ça c'est impressionnant, mais j'ai vu ma femme là qui postule en ce moment dans le luxe et qui se retrouve à avoir des offres. On lui dit si tu n'as pas de réponse dans 3 semaines, c'est que c'est mort, ou des choses comme ça. Et en fait, moi je suis juste halluciné, quoi. Je trouve ça terrible. Pour moi, il y a vraiment une logique tu peux refuser des gens de manière volumétrique, mais en fait, en ayant des templates que tu vas segmenter, tu dis tu as un template pour les gens qui n'ont pas d'XP, tu as un template pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas les bonnes compétences, etc. Et tu leur expliques vraiment ce que toi tu recherches dans ce mail-là. Et en fait, après, tu peux l'écrire de manière volumétrique. Tu peux leur donner Moi, ce que je faisais beaucoup, c'est que je donnais de la documentation sur comment trouver des jobs parce que j'avais fait un cours là-dessus ou des choses comme ça. Et en fait, je pense qu'on peut donner plein de documentation pour aider les gens et surtout leur dire que la porte n'est pas fermée pour toujours, mais que là, aujourd'hui, c'est pas le bon moment, quoi. Donc, expliquer ça. Et après, en fait, on peut du coup passer beaucoup de temps à écrire des super mails. Et après, l'automatiser, il y a généralement 3-4 raisons max sur chaque job pour lesquelles, et c'est tout le temps les mêmes, pour lesquelles, en fait, on va pas prendre la personne. Et voilà. Et après, moi, je suis vraiment dans une logique
faire, d'investissement égal, en fait. Si quelqu'un a fait une candidature hors du commun, je lui dois une réponse hors du commun. Voilà. Si quelqu'un m'a envoyé une ligne ou un point à ma question, je lui dois le pire template que j'ai écrit de ma vie. Voilà. Tu m'as dit ça en call l'autre jour et ce sera le mot de la fin. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est ton expérience candidat doit être à la hauteur de l'investissement donné par le candidat. Ouais. Et je trouve ça très juste. Et en fait, si tu suis cette logique, tu peux décemment pas trop avoir de candidats qui sont déçus parce qu'une réponse à la hauteur de leur niveau d'investissement, c'est finalement ça qu'ils espèrent, je pense, en face. C'est vraiment Trop ça. bien. Bah, merci énormément. Il y a beaucoup de merci dans le chat et je confirme effectivement tous ceux qui demandent la presse. On vous l'envoie par mail à tous les participants qui étaient connectés au live. Encore un gros merci à toi, Kevin. Et puis à très bientôt. Je suis sûr Merci pour tout les le prochains monde. partages au sujet de Byteflow et de tes prochaines aventures. Bon appétit à tous. Bon Encore merci, appétit. Kevin. Oh. Ciao, ciao.